Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux cœur, le podcast où le sort vous est favorable. Un retour en détail, chapitre par chapitre, dans l'univers Hunger Games. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier vrai épisode de La Voix des Gémeaux cœur, consacré au premier chapitre de Hunger Games. Je m'appelle May et aujourd'hui je suis accompagnée de Claire. Salut! Amandine. Bonjour. Et Arwen. Bonjour. Vous allez bien les filles? Nickel. Ça va. Très bien. Et toi? Ah oui, ça va très bien, merci. Est-ce que vous êtes prêtes pour ce premier épisode? Prête. Trop hâte de commencer. Prête. Super. Alors, ensemble, on vous propose de vous plonger ou replonger dans cette saga dystopique culte qui est Hunger Games. Dans l'épisode précédent, que nous nous invitons à aller écouter, bien entendu, nous nous sommes présentés, nous avons raconté notre rapport à la saga dans son ensemble et expliqué en quoi consisterait ce podcast. Pour les retardataires, nous débriefons Hunger Games chapitre par chapitre. Et donc, aujourd'hui, on commence avec le chapitre 1, découpé en deux parties par Arwen et Amandine. Je ferai pour ma part quelques interventions au cours de ce résumé afin de marquer les différences avec les films, tandis que Claire nous parlera, attention suspense, d'un personnage mystère en fin d'épisode. Évidemment, nous allons toutes réagir à un moment ou un autre tout au long de ce chapitre. Nous vous rappelons aussi que nous allons spoiler. Beaucoup. Et que si vous n'avez pas du tout lu ou vu et que vous ne voulez pas connaître l'issue de cette fantastique saga, nous vous invitons malheureusement à ne pas nous écouter et de revenir plus tard. Vous voilà donc prévenus. Installez-vous confortablement avec votre livre, votre tasse de thé, de chocolat ou de café, et c'est parti pour le chapitre 1 du tome 1. On commence avec Katniss qui se réveille tranquille. Les orteils en éventail, comme on dit. Et en fait, non, pas du tout. Elle est en panique parce qu'elle se rend compte que Prime, elle est plus là. C'est sa petite sœur. Mais en fait, tout va bien parce qu'elle est avec sa mère. Parce qu'elle a fait un cauchemar. La première chose que je me suis dit, parce que j'avais pas remarqué lors de mes lectures précédentes, c'est qu'en fait, c'est le premier prénom qu'on découvre, avant même celui de Katniss. Voilà, je trouvais ça assez intéressant parce que Katniss c'est le personnage principal, mais en fait on connaît pas son prénom tout de suite. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent le nom, enfin le personnage qui se présente lui-même en fait au début. Elle, là, ça arrive bien plus tard dans le chapitre en plus. Ouais, c'est ça, je trouvais que ça arrivait tard. Ouais. Et du coup, on commence déjà avec une différence dans les films. Dans les films, en fait, dès le début du film, il commence pas du tout par Katniss ou Prime. On commence avec Flickerman et Crane en interview. Et en fait, c'est eux qui donnent un peu un backup de l'histoire des Hunger Games. Donc pas du tout avec Katniss au départ. Et c'est après qu'on enchaîne avec les cris de Prime. Donc dans le livre, comme tu l'as dit, c'est les mots de Katniss qui nous disent que Prime a fait un cauchemar, alors que dans le film, en fait, on l'entend hurler. Il y a un côté dramatique du cauchemar de Prime. Et du coup, c'est Katniss qui la rassure et non pas sa mère. Voilà. C'est intéressant, je me souvenais pas du tout qu'on commençait avec Flickerman. Eh ben moi non plus. Moi non plus. Donc du coup on apprend que c'est un jour particulier puisque c'est le jour de la moisson. Bon, pour l'instant on ne sait pas ce que c'est dans le livre, mais apparemment c'est pas très joyeux puisque ça donne des cauchemars aux enfants. Donc je pense qu'on peut dire que ça fait peur. D'ailleurs, je pense que même les adultes, ils sont pas trop épargnés parce que ce soit les parents, les vainqueurs, etc., on connaît plusieurs cas qui montrent que tout le monde est impacté psychologiquement par ces jeux, pas seulement les enfants, malheureusement. J'aimerais revenir 2 secondes sur le terme de moisson, le jour de moisson, qui est donc une traduction pour The Day of the Reaping. Et je trouve que cette traduction ne rend pas honneur au double sens qui est fait en anglais. Parce que, donc reaping, ça fait plutôt référence à la fauche, reap. C'est-à-dire que ça fait penser à The Grim Reaper,
qui est la grande faucheuse et qui donc représente la mort. Alors qu'en français, le mot moisson n'a pas du tout cette connotation-là. Et d'ailleurs, le mot moisson en anglais se traduit plutôt par harvest. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de noter ce double sens qui est en anglais, mais malheureusement pas en français. Ouais. Je sais pas s'il y a un équivalent qui serait un peu plus parlant en français du coup. Bah, le jour de la fauche, de la faux, Ah oui. quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être moins joli. C'est ça. Katniss décrit ensuite sa mère et on voit directement qu'elle est pas très en forme, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et Katniss, elle est très sympa. Elle nous dit grosso modo, il paraît qu'elle était belle à un moment, mais ça c'était avant. Voilà. Allez, bim. Un petit coup direct. Dans les dents. Katniss nous apprend ensuite qu'ils ont un chat, prénommé Buttercup, un chat roux que Katniss a essayé de noyer, voilà, avant que Prime ne fasse une crise pour le garder. Oh. L'amour fou. Bon, j'avoue que en tant que parente de 3 chats, même si je comprends son raisonnement, je pense que c'est l'un des rares moments où je déteste notre chasseuse professionnelle. Et apparemment, Buttercup il est d'accord avec moi, puisqu'il l'aime pas trop non plus. Heureusement, sa petite sœur finit par ramener Katniss à la raison et ils finissent par se tolérer. Et alors, petite description physique de notre cher Buttercup. Bon, ça, c'est une anecdote qui est assez connue des films. Dans le livre, il est décrit avec le nez écrasé, être laid, et il lui manque la moitié d'une oreille, ses yeux sont couleur de vieille courge, très sympa, et il a le poil jaunâtre. On sent qu'elle l'apprécie. Oui, c'est clair. Que des très bons adjectifs pour le qualifier. Et du coup, dans le film, au début, donc dans le tome 1, il est noir et blanc, il a les yeux verts, donc pas du tout dans la mode description. Il y a rien à voir. Et après, il devient roux après. Mais alors moi, poil jaunâtre, je me suis plutôt dit que sa couleur, ça devait être une sorte de couleur sable qui tire sur le roux, genre il est un peu sale en plus d'être sableux. Je sais pas si vous le voyez vraiment roux ou si vous le voyez d'une autre couleur. Je le vois aussi plutôt sable, Ouais. une couleur un roux un peu passé, quoi. Ouais. Une vieille chaussette. Une vieille Délavée. chaussette. Moi, dans ma tête, c'est pas tant rond. C'est le même chat. Ah, ça Le marche. côté Ouais, c'est vrai que c'est chat le même roux descriptif. écrasé. Oui. C'est le même chat en C'est fait. un persan en fait. C'est un persan. Voilà. Bon, du coup, Katniss se prépare pour aller chasser. On va passer sur le fait qu'elle met ses bottes avant son pantalon. Pourquoi pas. Elle découvre le cadeau de son adorable sœurette qui lui a préparé du fromage de chèvre. Bon, elle le glisse dans sa poche. Je sais pas pourquoi, je veux pas trop imaginer ce que ça donne, mais je vous conseille pas de reproduire ça à la maison. Nous voilà maintenant dans les rues du district 12, et plus particulièrement dans la partie appelée la veine. Comme une veine de charbon. En anglais, c'est seam, comme un gisement d'ailleurs, donc ça correspond plutôt bien. Les habitants du district 12, ils travaillent pour la plupart tous à la mine, et ils sont décrits comme usés par le boulot. Katniss profite que les rues soient vides ce jour-là à cause de la moisson, pour se faufiler sous le grillage et aller chasser dans la forêt. Et dans le film, il y a un truc qui est un peu bizarre, je sais pas si c'était... Enfin, on pourrait le traduire de différentes façons. Dans le livre, elle précise bien que les rues sont désertes parce qu'en gros, ils n'ont pas le droit d'aller bosser pour participer à la moisson. Et dans le film, les mineurs, ils ont l'air d'aller bosser. Je me suis dit, peut-être qu'ils sont sales et qu'ils rentrent, mais non, ils ont l'air d'être propres, et donc d'y aller. Ah, c'est bizarre. Donc c'est un peu bizarre, ouais. Mhm. Je me suis peut-être dit, ouais, mais en fait, ils rentrent de la mine, mais je trouve qu'ils sont particulièrement propres pour revenir. Donc, une erreur, haha. Katniss récupère un arc et des flèches, en se rappelant que c'est son père qui lui a appris à chasser, avant de mourir dans une explosion dans la mine. Bon bah, je pense que là, on a bien l'ambiance de la saga, hein. On va pas beaucoup rigoler, je pense. Tragique. Ouais, c'est ça.
Apparemment, Katniss se croit un peu seule à braver l'interdit pour aller braconner dans la forêt. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça très réaliste, même avec les pacificateurs. Bon, rien qu'avec le nom, on comprend vite leur rôle. Hein. Les gens, ils sont en train de carrément mourir de faim, quoi. Donc, je sais pas, je me dis qu'à un moment, ils prendraient le risque et qu'il y aurait un mouvement de rébellion automatique, quoi. Puisqu'ils sont clairement aux portes de la mort. Je me suis posé un peu la même question que toi, justement. Et dans le lever de soleil pour la moisson, on voit beaucoup plus de personnes qui vont dans la forêt pour récupérer de la nourriture, des herbes et ce genre de choses. Et je me demande s'il n'y a pas eu un avant-après. Par exemple, il y a une grosse répression et du coup, ça a été tellement puni que du coup, ils n'osent plus y aller. Et il y a une phrase que Katniss, elle dit qui m'a un peu marquée. C'est au district 12, on y meurt de faim en toute sécurité. Et ça m'a beaucoup aussi rappelé tout ce qui était slogan qu'on voyait dans le lever de soleil pour la moisson, avec pas de Capitole, pas de paix, etc. Et je me posais la question s'il n'y avait pas eu un truc un peu comme ça de propagande en expliquant que l'extérieur c'était pas possible. Enfin. Ouais, que c'était trop dangereux. C'est ça. J'allais dire, mais bon, ça pose quand même question que c'est une gamine de 15-16 ans qui, justement, va faire survivre tout un district en allant chasser, plutôt qu'un adulte, en fait. C'est vrai que ça pose question. Les adultes partent travailler. Je pense qu'ils ont beaucoup moins le temps d'aller chasser dans la forêt. Je pense C'est pas faux. qu'il y a les hommes qui vont à la mine pour ramener de l'argent pour survivre et les femmes qui essaient de faire tourner à la maison. C'est un peu le cliché de l'homme qui va travailler et la femme qui reste à la maison. Mais je pense que c'est plutôt la réalité du district. Et je pense qu'aussi il y a un peu une sorte de lavage de cerveau en mode dehors c'est dangereux et plus par habitude qu'autre chose, en fait, les gens restent dans leur case. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Je suis assez d'accord aussi. Et en parlant du danger de l'extérieur, il y avait un autre truc que j'avais noté, c'est qu'à un moment donné, il y a une mention d'un serpent venimeux, mais au moins il peut pas entrer dans le district. Et je sais que la référence a été faite a posteriori, mais ça me fait beaucoup penser à Lucy Gray, justement. C'est le grillage, il a été installé juste après elle. Même si on sait... Moi, j'ai toujours un doute sur le fait que est-ce que c'est elle le serpent ou est-ce que c'est Snow dans le premier préquel. Je me dis, c'est assez cocasse, du coup, de retrouver cette phrase-là à ce moment-là. Ouais, c'est marrant. On voit que, avec ça, Katniss a déjà l'âme d'une rebelle, parce qu'elle enfreint déjà les règles. Et elle a appris à se restreindre ce qu'elle dit, mais seulement pour sa famille, en fait. Et on verra que Gale est encore pire qu'elle, d'ailleurs. Gros discours révolutionnaire, celui-là. En parlant de celui-là, le voilà qui attend Katniss pour aller chasser. Et elle nous raconte l'origine du surnom que Gale lui a donné, Catnip. C'est Herbachat. C'est une histoire assez mignonne, jusqu'elle finisse par expliquer dans le plus grand calme qu'elle a tué un lynx. Maintenant que je relis ce passage alors que à côté de moi il y a un magnifique Maine Coon, adorable et trop mignon et majestueux, qui me regarde, j'ai l'impression qu'elle a tué mon mini lynx. Donc j'ai le cœur brisé. J'ai une petite remarque aussi, il y a une précision comme quoi Katniss, ce serait le nom indien du Sagittaire, et ça c'est une mention qui n'est pas dans la version originale du livre. Je me demande pourquoi ils l'ont rajouté dans la traduction française. Alors j'ai fait mes petites recherches sur le nom du Sagittaire qui désigne en fait la plante aquatique qui s'appelle aussi Katniss. Et je pense que en français, le mot Katniss n'était pas très connu. Et donc, parler du mot Sagittaire, c'était peut-être un moyen d'expliquer un peu plus de quoi on parlait. Par contre, on reviendra sur le fait que c'est une plante un peu plus tard dans un autre chapitre, je crois. Et ce qui est marrant aussi, par rapport à cette plante, du coup, qui s'appelle, le nom scientifique, c'est Sagittaria latifolia,
et c'est aussi swamp potato, donc ça aussi c'est mentionné plus tard, mais on l'appelle aussi arrowhead, donc tête de flèche. Voilà, je trouvais ça assez marrant. Ah punaise, tout est lié. Et en plus, le Sagittaire, le signe, c'est un centaure avec un arc, non? Pour le signe du zodiaque. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, donc on a bien la symbolique de l'archer, quoi, vraiment qui reste jusque dans l'étymologie du mot. Ouais, c'est très recherché. Mais du coup, dans la VO, on n'a pas cette symbolique-là. Enfin, moins, je trouve. Bah, sauf si on connaît le nom, effectivement, de la plante arrowhead. Oui, ça reste la même plante. Donc, Gale, apparemment, a troqué un écureuil. Bon, je vais encore pleurer, je pense, là. Hein. Va falloir t'en remettre, hein. Il y a beaucoup de morts dans cette saga, et pas que des animaux. Je survivrai pas une journée dans leur monde. Donc, il a échangé un écureuil contre du pain qu'il mange avec le fromage de prime. Ça me va. Le pain, on est d'accord qu'il vient de la boulangerie des parents de Pita, du coup? Oui. Du coup, oui, il me semble. Je pense. Après, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a qu'une seule boulangerie dans le district 12? Je ne sais pas. Mais j'aime bien me dire que ça vient de là. Ils ont pas l'air si nombreux que ça. Mais je me dis, ça doit représenter quand même une sacrée masse de travail de fournir. C'était combien? C'était 2000 personnes? Il y a 8000 personnes dans le district. 8000 personnes, ça... T'imagines faire 8000 pains tous les matins? Après, il y a combien de familles qui sont pauvres et qui peuvent pas s'acheter du pain? Bah ouais, je pense que... Je pense qu'il fait le pain pour ses copains artisans sur la même place juste à côté, et voilà. Et voilà, du coup, je trouve ça sympa de me dire que Gale a été chercher du pain chez Pita. Il y retournera plus après. C'est ça. De côté la boulangerie. Donc il profite d'être isolé pour se moquer de l'accent d'Effie Trinket et des gens du Capitole, qui est apparemment exagéré. Moi, je me suis dit que ça pourrait être quand même vachement drôle s'ils avaient décidé dans le film de leur donner un accent ch'ti dans les films. Du coup, j'imagine les gens du Capitole parler comme mes grands-parents. Voilà, c'est très drôle. Ouais, mais du coup, l'accent ch'ti, il fait pas très chic, entre guillemets. Alors que le Capitole, c'est un peu ceux qui se prennent vraiment pour des gens super chics, machin. Donc j'aurais plutôt vu, pardon pour les Parisiens, mais j'aurais plutôt vu l'accent bobo parisien, pour le coup. Moi aussi. Je me disais pareil aussi. Bon, moi, c'était l'accent très exagéré, tu sais, qui était décrit, du coup. Ça m'a fait penser à ça. On a la première description physique de Katniss. Donc, elle a les yeux gris, la peau bronzée et les cheveux foncés et lisses. À l'inverse de sa sœur et de sa mère, qui ont les cheveux clairs et des yeux bleus. Donc, je pense qu'elle est plutôt ressemblante à son père. Et il y a quand même un truc, moi, c'est comme j'ai vu les films avant, en tout cas pour le 1, c'est que j'ai du mal à imaginer Katniss qui soit vraiment mate de peau, je l'imagine vraiment comme Jennifer Lawrence. Et du coup, ce qui nous amène à un petit point film, dans les livres, globalement, tous les gens de la veine, en fait, ils sont censés être foncés de peau. Elle les décrit même de teint olivâtre, les yeux gris, tout ça. Et en fait, même les figurants des gens de la veine, ils sont tous blancs. Enfin, ils sont plutôt blancs. Donc, et puis j'allais dire aussi que donc Jennifer Lawrence, l'actrice qui joue Katniss, bon, ça aussi c'est une anecdote que beaucoup de gens connaissent, c'est qu'elle est naturellement blonde. Donc dans le premier film, elle se teint les cheveux et elle a les yeux bleus. Et on verra plus tard avec le personnage d'Emich, qui lui aussi correspond du coup pas du tout à un mec de la veine, alors qu'il vient de la veine. C'est vrai qu'il a un peu plus le physique des marchands à Image dans les films, comme il est tout blond. Ouais, parce qu'il est blond aussi, lui. Il est blond aux yeux bleus, je crois. Du coup, Arwen, je me demandais, est-ce que dans la VO, c'est marqué aussi qu'elle a le teint olivâtre ou quelque chose comme ça? Parce que je trouvais ça vachement péjoratif, hein, le terme. Enfin, elle aurait pu dire j'ai le teint olive, mais je sais pas s'il y a la même connotation péjorative dans la VO.
Ouais, c'est marqué olive skin. Donc le teint olivâtre. Ouais, du coup, c'est peut-être un peu plus neutre. C'est comme ça que c'est décrit. Mm. Mais moi, olivâtre, ça me fait un peu penser à vert, en fait. Ouais, moi aussi. Parce que du coup, en fait, il parle d'une olive noire, mais ça ferait ça ferait beaucoup trop foncé pour le coup. Katniss serait-elle une extraterrestre? Ouais, mais j'ai du mal à me représenter une peau olivâtre. C'est vert, une olive. Je crois que c'est les sous-tons de la peau. Tu sais, t'as des sous-tons, genre t'as les sous-tons roses, jaunes, Ah dorés. ouais. Et il y a des personnes qui ont un sous-ton qui est un petit peu plus vert. Ils ont l'air malades tout le temps, en fait. Tu peux avoir plein de carnations différentes, par exemple plus ou moins foncées, et dans différentes ethnies qui peuvent être olivâtres, enfin olives du coup. Et voilà. Quand je cherche olive skin, donc je suis sur Google Images, hein, et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des tons verts. C'est vraiment une type de teinte qui n'a rien à voir avec du vert, mais c'est juste le nom qui est donné en anglais qui donne cette impression-là. Ah ouais. Mhm. Ah ouais, je suis en train de regarder aussi, ça fait plutôt presque amérindien, en fait. Ouais. Et ça a été une question qui a été vachement posée justement chez les personnes qui font des fanarts sur internet. Il y a enfin, le fait que Jennifer Lawrence soit pas justement racisée dans les films, il y a des personnes qui l'avaient pas, enfin qui ont eu du mal avec ce parti pris-là justement. Mm. Sinon, les yeux gris, ça vous choque pas, vous? Parce que les yeux gris, c'est genre une caractéristique super rare, en fait. Enfin, en vrai, t'en croises quasiment jamais. Ouais. Bah, surtout de la peau foncée, pour le coup, effectivement, ces personnes-là doivent être très très belles. Mhm. Et moi, j'imagine les yeux gris, j'imagine des yeux trop beaux, moi. Bon, on va peut-être reprendre, quand même. La suite de l'histoire, on veut savoir ce qui se passe après. Et ensuite, Katniss parle un peu de sa mère et de ses origines. Et j'oublie souvent, en fait, que sa mère, elle vient d'un quartier plutôt aisé, du district 12, et que donc ses grands-parents tenaient une boutique d'apothicaire. Et c'est comme ça qu'elle rencontre le père de Katniss, d'ailleurs, qui ramassait des plantes médicinales et lui revendait. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans la traduction en français, il y a marqué que c'est une pharmacie, pas une boutique d'apothicaire. Et je trouve ça un peu dommage comme traduction. Comme toi, j'aurais plutôt dit apothicaire. Ça donne vraiment le côté plante médicinale, un peu d'antan, médecine naturelle, alors que pharmacie, moi j'ai l'image de la pharmacie du coin où je vais chercher mon Doliprane. Et c'est quand même pas la même chose. Avec la croix verte qui C'est s'allume. ça. Alors qu'il n'y a pas d'électricité dans le district. Alors que c'est pas la même ambiance. Et donc ses parents ont fini par se mettre ensemble et la mère de Katniss a accepté de suivre son mari et de s'installer dans la partie plus défavorisée du district 12 par amour. Voilà, c'est beau. C'est beau, mais pourquoi ils ont fait ce parti pris et pas plutôt faire l'inverse? C'est une très bonne question. C'est beau, d'accord. C'est vraiment une bonne question. Non, mais pourquoi c'est elle qui... Ça fait vraiment d'antan, effectivement, c'est elle qui se sacrifie, enfin, qui sacrifie sa qualité de vie pour aller vivre dans le fin fond du quartier le plus pourri du district, alors que pourquoi c'est pas juste lui qui vient s'installer du côté aisé? Après, peut-être que du coup, ils n'avaient pas les moyens pour se payer le loyer dans le quartier. C'est pas faux. Là, c'est peut-être un peu le premier arrondissement de Paris. VS, la campagne à 300 habitants. Voilà, c'est ça. Peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de précisions sur ce passage. On commence à comprendre que la mère de Katniss est tombée en dépression après la mort de son père et qu'ils ont failli mourir de faim. Katniss, elle est apparemment pas prête de lui pardonner. Hein. Elle a l'air d'être bien remontée, encore. Après avoir rêvassé pendant 30 secondes en se disant que ça ressemblerait presque à des vacances si c'était pas le jour de la moisson, Gale la ramène au moment présent en lui proposant de s'enfuir. Révolution. Ils pensent qu'ils pourraient le faire s'ils n'avaient pas leur famille à nourrir.
et s'ils étaient que tous les deux. Katniss remarque que Gale pourrait avoir n'importe quelle fille qu'il voudrait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite pointe de jalousie, Katniss? Mais non, bien sûr, c'est juste parce que, entre guillemets, les bons partenaires de chasse sont rares. Oui. Mais bien sûr. Ce qui fait dire à Katniss qu'elle ne veut jamais avoir d'enfants, alors que Gale aimerait en avoir, mais pas dans le contexte dans lequel ils sont. La conversation commence à agacer Katniss, qui comprend pas trop l'intérêt de parler de s'enfuir ou d'avoir des enfants, puisque de toute façon, ni l'un ni l'autre n'est envisageable. On a un premier aperçu de l'ambiance le jour de la moisson. Après la cérémonie, les gens sont censés faire la fête, sauf les familles des 2 enfants tirés au sort, qui doivent faire leurs adieux et vont devoir regarder leur enfant se battre et probablement mourir, dans des circonstances plus ou moins horribles. Il y avait justement un truc, on parlait tout à l'heure des fêtes et tout ça, mais j'étais étonnée qu'ils parlent de vacances, genre c'est un air de vacances, et je me dis mais ils ont des vacances déjà, et en plus de ça, je suis aussi étonnée que les familles fassent la fête entre elles, alors que 25 ans auparavant, manger du gâteau le jour J pour un anniversaire, c'est indécent. Enfin, l'ambiance, c'est pas du tout la même. Et l'autre truc que j'avais noté, c'est ce qui m'avait surpris aussi au début du chapitre, c'est qu'il s'offre des cadeaux pour la moisson. Avec Prime qui lui offre le petit chèvre. Dans le film, tu me dis si je me trompe, mais dans le film, c'est inversé. C'est Katniss qui offre un truc à sa sœur. Enfin, je sais pas, ça m'a surpris que ce soit si festif après tant d'années. Katniss, elle lui offre la broche, on le verra plus tard, mais elle lui offre la broche, mais elle l'explique plutôt en disant ça va te porter chance. C'est vrai qu'il n'y a pas ça. J'allais dire, dans le livre, Prime, elle fait un cadeau à Katniss, mais Katniss, elle fait pas de cadeau à Prime. Ouais, non. Donc je pense pas qu'il se fasse des cadeaux, je pense que c'est juste Prime qui a envie d'être sympa avec sa sœur. Bah, c'est plutôt sympa du coup. Comme ce sont des optimistes, ils pêchent du poisson, ramassent des herbes et des fruits pour préparer le festin. Ils rentrent ensuite au district 12 et passent au marché noir installé dans un entrepôt abandonné pour faire du troc. Ils l'appellent la plaque. En petite note, en version originale, c'est hob, qui signifie une plaque de cuisson dans son sens moderne, mais aussi dans un sens un peu plus ancien, c'est ce qu'ils utilisaient pour faire cuire leur repas au-dessus du feu. On peut peut-être faire le lien avec Katniss, la flamme, la rébellion, voilà. Mais aussi à l'avenir du marché noir qui va être brûlé dans le 2e tome. Rest in peace. Mon joyeux. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué dans le film, la plaque, elle a l'air d'être complètement isolée du district et dans les bois. Il y a un plan large juste avant où c'est vraiment un entrepôt entouré d'arbres dans la forêt, alors qu'on est d'accord que dans le livre, ils nous le décrivent sur une place en fait, dans le quartier de la Veine. Oui, c'est vraiment dans la ville. Oui, alors que là, c'est vraiment l'entrepôt caché au fin fond de la forêt. Ouh, attention, on fait des choses pas bien. Donc on y fait la rencontre de Greasy Say, ou Say Boui en français, qui vendent des soupes. Et on apprend qu'elle utilise parfois les chiens errants que tue Katniss. Bon, je vous ai prévenu, je vais passer mon temps à pleurer. Tu vas pas tenir. Non. Elle aurait pu cuisiner, j'allais dire pâte en rond, elle aurait pu cuisiner Buttercup. Non. En plus, elle ment sur sa viande à ses clients, parce que même si les habitants de la Veine refuseraient pas de manger du chien parce qu'ils sont affamés, les pacificateurs qui sont un peu plus privilégiés n'en voudraient pas. Je voulais revenir sur le nom, donc c'est Greasy Say en anglais et Say Boui en français. Et j'ai cherché ce que c'était un boui-boui. Et ça désigne un café ou un restaurant de dernier ordre, et c'est un terme un peu familier. Donc je trouvais ça marrant, ce nom, mais du coup j'imagine que c'est plutôt un surnom, parce que même en anglais, Greasy Say, greasy ça veut dire graisseux ou nourriture grasse. Donc j'ose espérer que c'est pas vraiment son nom et que c'est plutôt un surnom qui lui a été donné.
Et boui-boui aussi, c'est pas un mot familier ou c'est un peu un tas de ferraille. Ils sont un vieux taco, un vieux boui-boui. Vous avez jamais entendu ça ou c'est juste par chez moi? Pour moi, boui-boui, c'est plutôt un débarras, enfin un genre de débarras ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un vieux restaurant aussi. Mmh. Un truc un peu vieillot, genre Ah. dans un chalet. Mais Ouais. Il y a peut-être plusieurs utilisations dans le langage courant. c'est possible. Mmh. Et du coup, dans le film, c'est à ce moment-là où Sae Oui, elle offre à Katniss la broche pendant que Katniss, elle flâne dans les étals de la plaque. Et c'est vraiment une grosse différence du film parce que du coup, la broche déjà n'apparaît pas tout de suite. Enfin, moi, quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit, mais elle est où cette broche? Comment ça se fait? J'ai loupé un truc ou quoi? Et non, elle apparaît pas tout de suite. Et du coup, on se rend compte que Madge et son père n'apparaîtront pas du tout. Alors que Madge est super importante, quoi. Bah oui. Je me demande comment ils vont corriger ça dans le film qui arrive, vu que on n'a aucune connaissance de match. Mm. Mm. Ils vont faire des faux raccords. Enfin, pas des faux raccords, mais genre ils vont faire des... Mince. Ah bah non, ils peuvent pas, c'était avant. Non, j'ai rien dit. J'allais dire, ils vont retourner des plans en mode... voyez, Katniss, elle a connu Madge. Mais non, du coup, ça va pas. Oui, il n'y a peut-être même pas besoin de le mentionner, je pense, dans le film. Je sais pas. Bah non, du coup, comme c'était avant... Parce que d'ailleurs, dans le deuxième film, on voit même pas le moment où on voit les jeux de Haymitch. Genre ça a pas été corrigé à ce moment-là, on n'a toujours pas de mention de Madge ni de ses tantes, enfin sa tante. Mm. Après leur passage à la plaque, ils se rendent à la maison du maire pour lui vendre des fraises, et c'est sa fille, Madge, qui ouvre la porte. Katniss met un point d'honneur à préciser qu'elles ne sont pas amies, mais liste quand même toutes les choses qu'elles font ensemble et qui prouveraient le contraire, c'est-à-dire s'asseoir à côté en cours, manger ensemble et toutes ces choses-là. Donc entre ça et les remarques précédentes sur Gale et le fait que c'est un excellent partenaire de chasse, on voit que Katniss a quand même du mal à définir ses relations avec son entourage, comme si elle avait un peu peur de s'attacher. Ce qui se comprend. Et oui. Un peu. Il s'ensuit un échange un peu étrange entre Madge et Gale. Il fait un compliment un peu teinté d'ironie sur la robe de Madge, et elle répond que si elle doit partir au Capitole, elle sera à son avantage. Donc pour ceux qui ont lu Lever de soleil sur la moisson, ce genre de réponse fait penser à Maisie Lee, forcément, qui était la tante de Madge. Est-ce que vous pensez que Madge flirte vraiment avec Gale? Moi, je pense pas. Je pense pas non plus. Je sais pas si c'est une unpopular opinion, mais moi, je ship Madge et Katniss. Du coup... Voilà. Je me dis, il y a plus de chances que Madge flirte avec Katniss qu'avec Gale. Ah oui, j'aime bien cette théorie. Ouais, Madge, elle est peut-être juste un petit peu prétentieuse en mode... moi, je viens du bon quartier, quoi. Mais pas méchamment. Gale fait une remarque sur le fait que Madge a moins de chances d'être tirée au sort que lui. Donc Madge paye les fraises, dit au revoir à Katniss et referme la porte un peu sèchement. Je voulais dire que Gale, il est dur quand même avec elle à ce moment-là. On sent vraiment toute la colère et l'injustice qu'il ressent, quoi. Ouais. Et je trouve aussi. C'est vraiment gratos, surtout que il la connaît pas, il connaît pas le passif de sa famille. Enfin, c'est un peu chaud. Bah, il se trompe un peu d'ennemi, là, pour le coup. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que quand on pense à sa tante, enfin, on peut comprendre que Madge soit quand même touchée par la moisson qui arrive, quoi. Surtout que ça n'a pas impacté que sa tante. Il y a Oui. sa mère s'est dit qu'elle est malade. Et je me pose la question si c'est pas en répercussion au choc d'avoir perdu sa jumelle et tout. Ah si, complètement. Pour moi, je l'interprète comme ça et... Donc, non, pas si facile sa vie non plus, quoi. Et Gale qui fait une remarque à Madge sur ses chances, entre parenthèses, d'être tirée au sort. Et au vu de qui va être tiré au sort, elle aurait mieux fait de fermer sa bouche.
Parce que Prime, avec son unique papier, c'est encore pire que Madge, qui en a genre 6. Katniss nous explique le fonctionnement de la moisson et on apprend donc que tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne puisque les familles les moins aisées utilisent le système des tesseras. Le principe de base est que tous les enfants à partir de 12 ans et jusqu'à 18 ans sont éligibles. Chaque année, un papier au nom de l'enfant est ajouté et s'additionne avec ceux des années précédentes. Mais, en échange de rations de blé et d'huile pour les membres de sa famille, ce qu'on appelle les tesseras, l'enfant peut ajouter des papiers à son nom. Ainsi, Katniss compte cette année 20 papiers à son nom et Gale 48. Madge, qui a eu la chance d'être dans une famille aisée, n'a jamais eu besoin d'ajouter son nom, plus que la participation obligatoire. Ouais, donc ça lui en fait 6, un truc de genre là. Et du coup, ce passage-là, dans les pensées... dans les pensées de Katniss, dans le film, c'est carrément une conversation que elle et Gale ont quand ils sont à la chasse, là, qui sont au-dessus de la petite colline. Et comme on n'a pas les pensées de Katniss, ils nous font vraiment un petit... T'as combien de papiers, toi, déjà? Ah bah moi, j'en ai 48, et toi? Ah bah moi, j'en ai 20. Le petit rappel conversationnel. Comment ils expliquent déjà dans le film que du coup tu peux prendre des papiers pour avoir plus d'aliments? Ils le disent clairement ou pas? Non, je crois pas. Ah, c'est pas expliqué dans le film, ce système? Je me rappelle plus, mais non, je crois pas. Oui, ça m'étonne aussi, j'ai plus du tout les films en tête. Ou alors, c'est peut-être dans ce passage-là aussi. Parce qu'ils en parlent, ils se disent pas juste ça, ils en parlent pendant qu'ils sont sur la colline. Alors, est-ce qu'ils se disent vraiment... Parce que les deux connaissent le principe, je les vois mal se dire oui, alors moi, j'ai 48 papiers parce que j'ai pris 4 tesseras. C'est vrai que ça aurait fait bizarre quand même. Ouais. Donc, je suis pas sûre qu'ils le mentionnent à ce moment-là, mais ça doit être mentionné à un moment donné. Ou on reste dans le flou. On reste peut-être dans le flou. Ouais, c'est peut-être pas explicite dans le film. Peut-être que ça a moins d'importance aussi. Le but, c'est de comprendre que vraiment c'est la dèche et que plus t'es pauvre, plus t'as de papier. Enfin, je sais pas, il compte peut-être sur le fait qu'on soit très malin et qu'on comprenne, mais... Ou qu'on ait lu les livres. Oui, aussi. Ouais, ou montrer qu'il y a des inégalités entre ceux qu'on en peut et... Mais quoique, avant de relire le livre et de vraiment me plonger dans les petites lignes, je m'étais pas rendu compte que Pitan en avait très peu aussi. Je pensais qu'il en avait peut-être moins que Katniss, mais qu'il en avait quand même beaucoup au final. Et en fait, non. Maintenant, il vend son pain, lui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour du blé et de l'huile, c'est quand même un peu cher payé, parce que ok, c'est une ration pour 1 an, mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Surtout pour Gale et Katniss, qui chassent, qui font des récoltes, qui font du troc. Est-ce que leur pain, je cite, plat et trop dense qu'ils font avec le blé en vaut la peine? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, le pain, c'est un peu la base, quand même. Ouais, même l'huile aussi. Je pense que si demain on se retrouvait toutes sans huile, ça nous handicaperait plus que ce qu'on pense de là tout de suite, à mon avis. Ouais, Ben je me ouais. rends pas compte. Ah, l'huile, je vois moins. Le pain, je vois, j'avoue que l'huile, moins. Surtout avec la chèvre, tu peux utiliser le lait pour faire du beurre. Je sais pas. Ouais, c'est ce que j'ai... Quand j'ai commencé à préparer le chapitre d'après, effectivement, j'ai tout un paragraphe sur ça, j'avais pas vu. Et du coup, je me suis dit, mais l'huile, s'ils ont rien à manger, ça leur sert à rien, en fait. S'ils sont déjà un peu dans la dèche, à quoi ça peut leur servir Je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas que du blé et de l'huile. Du coup, j'ai recherché. Et si, il y a bien que du blé et de l'huile. Je me suis dit, mais c'est inutile. Ouais, j'ai l'impression qu'ils donnent ça comme si c'était la base, mais pour moi, sans autre chose, ça sert à rien. Bah oui. Mais ouais. Enfin, je sais pas, je vois pas... Enfin, ils ont pas de friteuse, ils peuvent pas faire de frites. Même pas avec des Katniss. C'est clair. Donc non, je sais pas à quoi ça sert. Même le blé, enfin, je veux dire, c'est quand même tendu de faire du pain, parce il faut un moulin. Est-ce qu'on a un moulin dans le district 12? C'est du blé ou de la farine qu'ils reçoivent? Du blé. C'est du blé. Ouais. Du blé et de l'huile. Donc le blé, il faut quand même le transformer en farine. Il faut un moulin. Un moulin à eau, un moulin à vent. Peut-être avec un mortier et un pilon. Oh, mais t'imagines, toi? Bah, j'ai envie de dire, ils font bien leur lessive à la main, donc ils doivent bien... C'est possible, hein. Ouais, mais même nous, à l'époque du Moyen-Âge, où on a l'impression qu'ils vivaient un peu à l'époque du Moyen-Âge, on avait quand même des moulins.
Mhm. Ouais. C'est une bonne question. Vous avez du blé, vous picorez comme des... Ou alors c'est pour les poules. Pour nourrir les poules. Ils ont du blé pour nourrir des animaux, pour pouvoir les manger. Et encore, même pas, on sait... Enfin, Je suis même pas sûre. mis à part les cochons de Pita, la chef de Prime, est-ce qu'ils ont d'autres animaux de basse-cour ou de ferme comme ça? Bah, il y a les oies des fois. Ouais. Ah ouais, les oies. Sinon, j'avais une autre hypothèse pour l'huile. C'est qu'ils ont pas de poils en téflon. Et du coup, ça colle s'ils mettent pas d'huile. Mais je suis pas sûre que ce soit une très bonne explication. Non, alors si on a des spécialistes de l'époque moyenâgeuse, voire un peu après, qui nous expliquent comment, en quoi l'huile est utile. Je me suis renseignée sur le mot tessera, et il se trouve que dans l'Antiquité romaine, c'était un jeton de métal ou d'ivoire qui pouvait avoir différentes fonctions. Cela peut à la fois servir de bulletin d'identification, mais aussi de billet d'entrée pour un spectacle, et je trouve que c'est très bien trouvé de la part de Susan Collins. Ah, ah Je ouais. trouve ça chouette aussi. Enfin, c'est très ironique. J'avais trouvé encore plus que ça, parce que ça pouvait aussi ça pouvait aussi représenter un dé pour jouer à des jeux de hasard en fait. C'est Oh là là. horrible. Voilà, et ça pouvait aussi être un symbole d'hospitalité et d'amitié. Ah bah d'accord. C'est vrai que c'est sympa. Alors, on joue au dé. On joue au dé. Vous allez être envoyé dans une arène, vous allez vous tuer, et puis... Mais en tout bien tout d'honneur, hein, et après tout va bien. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu le discours du Capitole qui dit non mais on fait ça pour le bien de tout le monde quoi. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ce mot est super bien trouvé, c'est... Ouais. Et Waouh. ouais, il y a toutes les connotations qui peuvent être reliées quoi. Il y en a une aussi qu'on n'a pas mentionnée, c'est on la retrouve dans la balade de l'oiseau chanteur, enfin du serpent et de l'oiseau chanteur. Et en fait, c'est un des carreaux qui fait une sorte de mosaïque dans une des Oui. salles de bain. Oui, Et, qu'on appelle Tessel Mhm. aussi. Ouais. ouais. Et en fait, quand Snow il va voir ses camarades et qu'ils lui font des remarques sur ses boutons, il dit ah ouais mais ça vient de la salle de bain de la bonne, c'est pour ça que je les reconnais. Et je me suis dit mais c'est encore plus ironique parce que ça fait vraiment tenez je vous donne les rebuts vraiment de genre du bas peuple parce que ça vient des servants, ça vient de tout ça et enfin je trouve que en plus avec ce que vous nous avez expliqué enfin, je trouve ça encore plus ironique et je trouve ça encore plus horrible. Ouais, Mhm. ce mot est vraiment bien trouvé. Ouais, ce mot est très bien choisi. Ouais. On a ensuite, encore une fois, un aperçu du caractère rebelle de Gale, qui peste contre le système, et Katniss, qui a beau être d'accord avec lui, mais qui est quand même plus raisonnable et résigné. Ils se partagent le bulletin de la journée et se séparent pour aller se préparer pour la moisson. Quand Katniss rentre chez elle, elle trouve sa mère portant une vieille mais jolie robe, et Prime vêtue de la tenue que portait Katniss lors de sa première moisson. Alors moi j'ai remarqué que les vêtements de la moisson, ça a l'air d'être très important. Et on dit même que c'est limite une obligation d'être bien habillé, etc. Enfin, il y a vraiment une grande importance qui est accordée à ces vêtements. Ouais, je pense que pour les jeunes qui ont le risque d'être sélectionnés, c'est pour être présentable à la télé. Et peut-être que pour les adultes, c'est plus pour le côté, bah, c'est la fête, youpi, et donc on est bien habillé. Il y a peut-être un côté un peu obligatoire aussi, qui doivent se rendre présentables. Ouais. Oui, il me semble que dans le livre, c'est noté. Ouais. Ah ouais. C'est mentionné et je me pose la question si plus tu présentes bien quand tu te fais moissonner, est-ce que t'as pas plus de chances d'avoir des sponsors après? Les sponsors. Ouais, sûrement. Mm. Katniss prend un bain et sa mère lui propose une ancienne robe à elle. Katniss accepte, mais on a une nouvelle fois la mention qu'elle en voulait beaucoup à sa mère et qu'avant elle refusait toute son aide. Sa mère lui tresse les cheveux. Katniss est drôlement belle selon Prime et méconnaissable selon elle. En même temps, j'imagine mal Katniss aller chasser en jolie robe bleue, donc c'est pas étonnant qu'elle ne se reconnaisse pas. C'est pas une tenue qu'elle pourrait porter tous les jours. Katniss et Prime se serrent dans les bras et partagent un moment léger de rire malgré le contexte.
Elles sont toutes les deux inquiètes l'une pour l'autre. Katniss essaie de se rassurer en se disant que Prim n'a qu'un papier à son nom, mais elle se sent impuissante. Et dans le film, c'est à ce moment-là où elle lui donne la broche. Ah. Ah oui. Ouais, elle lui donne la broche, alors que dans les livres, il n'y a toujours pas de mention de broche. Pas l'ombre d'une broche. Ouais, c'est clair. Mais où est-elle? Je crois qu'il y a une petite mention un peu avant, on parle d'un bijou sur la poitrine de Madge, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Elle mange un peu de pain dur avec du lait de chèvre et se réserve les bonnes choses pour le dîner. Ça m'a marqué Ou pas. un peu ce passage-là aussi parce que on a un parallèle avec la situation d'Haymitch, justement dans le deuxième préquel, Oui. où il se dit « Ah, je vais garder mon petit poulet pour ce soir, on va le manger avec ma famille, trop bien ». Et il y a un parallèle aussi que... Enfin, pas un parallèle, mais c'est un comportement qu'on retrouve aussi beaucoup quand on n'a pas accès à suffisamment de nourriture. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou pas, mais quand vous n'avez pas accès à suffisamment de nourriture, vous rationnez beaucoup ce que vous allez avoir à manger. Et surtout, vous rêvez, avant de manger votre premier repas, vous rêvez déjà au suivant et vous salivez déjà en pensant au suivant, etc. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très bien fait dans cette saga parce que c'est le genre de petits détails qui rendent vraiment crédible le fait que... leur situation, elle est horrible. On a la même chose au début où elles dorment toutes dans la même pièce, voire dans le même lit pour Prim et Katniss. Enfin, c'est vraiment des détails qui sont... je trouve ça vraiment très bien écrit. Oui, c'est très immersif. Mm. Après le repas, elle se dirige vers la grande place. On apprend que la présence est obligatoire sous peine de prison, carrément. La grande place, qui est normalement un lieu agréable du district, où il y a des boutiques et parfois le marché, abrite ce jour-là une atmosphère beaucoup plus lugubre et des équipes de tournage sont présentes. Toutes les personnes doivent signer un registre en arrivant, ça permet au Capitole d'effectuer un recensement. Les jeunes entre 12 et 18 ans ont un espace délimité par un cordon et les autres se placent tout autour. On entend parler pour la première fois des bookmakers qui prennent des paris sur les jeunes qui vont être tirés au sort sur leur âge, leur classe sociale, etc. J'avais jamais trop fait gaffe avant à ce passage, mais après avoir lu Le lever de soleil sur la moisson, forcément ça fait penser à Wyatt et sa famille. Et dans le film, là, est-ce que vous avez compris comme moi que tout le monde, même les adultes, signe le registre? Oui. On est d'accord qu'il y a même les adultes. Oui, pour Oui, moi c'est c'est comme ça tout. qu'ils vérifient la présence obligatoire. Ah ouais, alors que dans le film, j'ai l'impression qu'il y a que les jeunes qui participent aux Hunger Games qui signent, et en plus ils ne font pas que signer sur un registre, ils se font piquer le doigt. Ils Ouais. prennent leur sang. Ils se font piquer le doigt et on dirait, alors vous me direz si vous avez la même idée, mais on dirait qu'en fait le recensement à ce moment-là, il sert à mettre à jour la liste des potentielles tribus à l'instant T. Parce que j'imagine qu'il peut y avoir des morts, des jeunes qui sont morts et qui ont été recensés l'année d'avant, mais pas cette année. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça se trouve, il y a comme une imprimante derrière qui imprime au fur et à mesure que les jeunes s'inscrivent. Et je me suis dit que c'était pas une si mauvaise idée parce que sur le plan suivant, on a un plan large. Juste après, au moment où on voit Katniss qui met son doigt sur le registre, on a un plan large juste après qui donne sur l'estrade. Et il n'y a pas les deux énormes boules avec les papiers dedans. Donc on a le plan large sur la scène où il n'y a pas les boules, et d'un seul coup, pouf, on voit Effie qui arrive et qui tape sur son micro, et après il y a les boules. Ah ouais. Oui, donc. Donc je pense qu'effectivement, il y a une question de... On imprime. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'ils ont plus la technologie pour faire ce genre de choses, tu vois. Donc j'ai un peu du mal à me dire que ça peut se passer comme ça. Tu crois que le Capitole ramènerait pas leur matos pour pouvoir le faire? Jusque dans les districts. Ouais, Un petit truc portable, là. Ou peut-être un truc un peu sommaire. Parce qu'ils branchent bien les écrans géants et tout, donc... Oui, c'est vrai. Ah bon, bref, j'avais eu cette idée en regardant, en me disant, tiens, on voit pas les papiers. Il y a peut-être quelqu'un derrière qui imprime au fur et à mesure. Ou qui écrit à la main.
T'imagines? Oh mon dieu. Alors, Katniss Everdeen, Primrose Everdeen, machin, Peeta Mellark. Pas si vite, pas si vite. Mais attends, imagine, en plus, ils doivent pas le réécrire Mais- une fois. Oh oui. 40 Non, toi, fois. t'en as combien déjà? 1, 2, 3, 4, putain, je suis perdu. Michael avec ses 48. Arrête de parler. 48. C'est pour ça aussi, je pense que c'est pas fait un instant T, parce que ça doit se faire au fur et à mesure. Quand tu viens rechercher un tesseract, bah t'as vraiment un papier physique qui se remet dans un bocal qui est conservé je sais pas où. Tu vois, moi je le vois plus comme ça. Ah oui, donc il y aurait plus qu'à rajouter le papier suivant. Oui, Mm. ce qui est pas bête. Mais du coup, t'imagines, il y a un mort aussi, toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui trie, parce que si jamais il y a un enfant de 13 ans, il est mort durant l'année d'une maladie, de faim, de ce que tu veux, au moment du recensement suivant, il s'est pas inscrit, mais il y a encore ses papiers dans la boule. Mhm. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui trie et qui enlève tous les papiers. Et ça veut dire qu'ils doivent tout éplucher. Ouais. Je pense que ça doit être trié d'une année à l'autre et peut-être que là, le recensement qui est fait, ça sert juste au cas où, effectivement, il y a eu un décès juste avant et on n'a pas eu le temps de le sortir avant le jour de la moisson. Peut-être que c'est, si jamais, malheureusement, il est tiré au sort, juste on sait que lui, c'est pas bon, faut tirer un autre papier, quoi. Moi, je verrais C'est plus juste ça. ça. Ça doit être horrible de tirer le papier d'un enfant qui est mort dans l'année, quoi. Ouais, clairement. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de soulagés sur le coup et un peu moins après, mais... C'est donc ici qu'on apprend qu'il y a 8000 habitants, comme je le disais tout à l'heure, dans le district 12. Donc pour aider à visualiser ce que ça représente, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris que 8000, c'est le nombre de places dans le stade de Nîmes, le nombre de places assises dans l'Arkea Arena de Bordeaux, ou encore le nombre de places au Zénith de Rouen. Voilà, petite estimation visuelle. C'est beaucoup et peu à la fois, au final. C'est vrai. La Grand Place ne peut pas accueillir tout ce monde, donc les gens se massent dans les rues adjacentes et suivront la retransmission en direct sur des écrans géants. Tous les regards se tournent vers l'estrade devant l'hôtel de justice, où il y a déjà le maire et Effie Trinket qui arborent des cheveux roses. Dans les films, je trouve qu'ils ont trouvé quelque chose d'un peu plus... comment dire, visuellement beau. Parce que là, elle est décrite avec ses cheveux roses et son tailleur vert pomme. Ça va pas trop ensemble, tout ça. Alors que dans les films, elle a les cheveux blonds, presque blancs, le visage très pâle, très poudré, on dirait Louis XIV, et le maquillage très rose, de la même teinte que son tailleur, qui est d'un beau fuchsia, faut dire. Un peu criard, mais c'est beau. Et il y a aussi toute la description des filles. On a une info sur ses dents, on insiste sur la blancheur de ses dents, et je trouve que ça nous donne un peu l'idée que peut-être dans le district 12, les gens sont pas au point sur l'hygiène dentaire. C'est fort probable. Ou alors, j'imagine des filles avec des dents plus que blanches, comme on peut voir des gens à la télé où c'est vraiment les dents Les facettes. tellement blanches que limite... ouais, voilà. Tellement blanches que quand il ouvre la bouche, ça t'éblouit. Donc, je sais pas comment vous la voyez. Vous la voyez avec des dents super blanches comme ça? Non, quand même pas. Moi, je la vois vraiment comme les stars américaines. Enfin, même nous, dans notre vie quotidienne, on a beau se laver les dents, elles seront jamais... Enfin, je sais pas, peut-être non. vous avez de la chance, hein, mais on n'aura jamais les dents aussi blanches que les stars américaines. Comme tu disais, qui Ouais, font c'est des clair. facettes. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est pas beau en fait d'être... Enfin, ça fait pas naturel, quoi. Mm. Je veux bien que les dents jaunes, c'est pas très joli, mais quand même. Ça me fait penser à l'épisode de Friends, je sais pas si vous avez vu. Il y a un épisode oui. où Ross il se teint les dents pour les avoir ultra blanches et après elles brillent dans le noir. Oh, je suis sûre que ça serait une mode qui fonctionnerait au Capitole. Je suis sûre que Effie Trinket elle a ça en fait. Les dents phosphorescentes. Sur l'estrade, il y a un siège qui est pour l'instant inoccupé et on trouve également les 2 grandes boules en verre dont on parlait tout à l'heure où les noms des jeunes ont été glissés. À 2h, le maire entame un discours, le même chaque année, sur l'origine de Panem, anciennement l'Amérique du Nord. Il mentionne les jours obscurs quand les 13 districts se sont soulevés contre le Capitole, mais ce dernier a vaincu les 12 premiers districts et éliminé le 13e. Suite à ça, le traité de la trahison a été signé et les Hunger Games ont été mis en place.
Le principe des Hunger Games est expliqué pour la première fois, complètement et simplement. Dans chaque district, une jeune fille et un jeune garçon sont tirés au sort, on les appelle tribus, et ils sont tous envoyés dans une arène pour se battre à mort sur plusieurs semaines jusqu'à ce qu'un vainqueur puisse rentrer chez lui. Voilà, c'est très joyeux. Ah, et surtout, bien sûr, tout est retransmis en direct à la télévision et c'est obligatoire de regarder. On adore. Et du coup, dans le film, là, t'as bien dit, c'était le maire qui fait son discours. Et dans le film, c'est un spot de propagande diffusé sur l'écran géant. Et ça fait effectivement très spot propagande, en fait. Un peu... je sais pas si vous avez pensé à la même chose, mais ça me fait penser au... Même les visuels des affiches et tout, ça fait un peu penser à l'Allemagne nazie avec les affiches de propagande et tous les articles de propagande. Ouais. De toute façon, ce sera pas le premier lien qu'on va retrouver. Hein. Ouais. Même peut-être aussi toute l'époque avec le communisme en URSS et tout ça. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment cet effet-là. J'avais vu des affiches justement qui n'ont pas été utilisées pour les films, pour le comment ça s'appelle ? Quand Katniss, elle est déclarée vainqueur donc désolée, je spoil, hein, mais elle est déclarée vainqueur des Hunger Games avec Pita. Et ils avaient fait des affiches en fait qui reprenaient vraiment cette esthétique justement de l'URSS où on la voit. Enfin, j'essaierai de vous la retrouver en cas. Et voilà. Ouais, c'est ça. Le maire énonce les vainqueurs du district 12. Il y en a eu 2 en tout, dont un seul est encore en vie, et Mitch, qui fait son entrée sur scène bien alcoolisé et prend le siège qui l'attendait. Alors nous, bien sûr, on sait qui était l'autre vainqueur, Lucy Gray, dont le nom n'est pas mentionné pour nous, mais j'imagine que le maire le dit, seulement il n'y a plus beaucoup de monde qui doit se souvenir d'elle, donc Katniss ne le reprend même pas. Et vous pensez vraiment que c'est Lucy Gray le deuxième ? Parce que moi je me suis demandé, normalement dans le livre, c'est pas fait mention qu'en fait ils ont une volonté de détruire complètement les vidéos, tout ce qu'on sait sur cette édition des Hunger Games, et que donc du coup c'est comme s'il était effacé complètement de l'histoire des Hunger Games. Non ? Je pense qu'ils n'ont pas pu tout effacer en fait, parce qu'il leur fallait forcément quand même un vainqueur, sinon il y avait des jeux qui n'auraient pas existé pendant une année, ça aurait été trop étrange, donc je pense qu'ils ont effacé le maximum de ce qu'elle a fait, de ses actes, de son nom, etc. Mais ils ont quand même dû donner au district la récompense, des choses comme ça. Donc, Ouais, moi j'avais vraiment en tête qu'ils avaient eu, vraiment comme objectif de vraiment supprimer des mémoires cette édition et du coup de même pas la mentionner en fait. Moi, je pense qu'elle a été effectivement supprimée, dans le sens où elle est plus jamais retransmise, alors qu'il y a plein d'autres éditions qui sont retransmises. Surtout dans l'esprit du Capitole, en fait, fallait pas qu'elle reste. Je sais pas trop pour les autres districts, mais je pense que dans le district 12, les plus anciens doivent s'en rappeler quand même. Donc ce serait compliqué de ne pas du tout mentionner qu'elle a été vainqueur. Donc moi je pense qu'ils essaient au maximum de pas raconter son histoire, de pas dire qui elle était, mais il n'empêche que elle a quand même existé, donc juste dire son nom et point barre. Ouais, voilà, ils disent même pas son nom. Je me pose la question si par exemple ils ont pas au niveau de la cérémonie de la moisson, par exemple les 10 premières années après sa victoire, ils l'ont jamais mentionné, comme ça ils ont bien tous eu le temps de l'oublier. Et après, genre un anniversaire particulier, peut-être à la première expiation ou un truc comme ça. Là, ils ont commencé à annoncer les vainqueurs, genre « Ah oui, il y a tel vainqueur dans votre district. » Je sais pas du tout. En tout cas, je pense pas que le district ait reçu de récompense après sa victoire, parce que c'était pas encore mis en place, il me semble. Ouais, je pense pas. C'était mis après ça ? Ouais, c'est à partir de Max, justement, qui a gagné l'édition juste après celle de Lucy Gray. Ouais, moi ça me donnait vraiment l'impression qu'elle avait été supprimée et que potentiellement ce deuxième vainqueur était quelqu'un d'autre. Mais vous avez peut-être raison. Je pense que si c'était quelqu'un d'autre, il serait vraiment mentionné et on aurait le nom. Ouais, pour le coup, ouais.
Je m'étais posé la même question que toi, mais justement, je pensais qu'il y a... Enfin, quand j'ai lu la première fois le préquel, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Déjà, c'est un homme, l'autre vainqueur. Et en plus, enfin, ça faisait pas sens. Et en fait, bon, maintenant qu'on relit ici, Mm. mais ça m'avait fait la même impression que toi. Ouais, c'est parce qu'on a vraiment plein de petites infos qui sont distillées par petites notes. C'est vraiment juste un mot ou une mini-phrase. Et c'est quand tu relis, tu fais « Ah Ah ouais, c'était déjà là !» C'était sous nos yeux. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a le fait aussi que Katniss, c'est pas forcément la meilleure pour donner les informations parce qu'elle les a pas toujours entières. Et surtout, des fois, je sais pas si elle comprend tout non plus, donc je me pose la question. Bah, elle est jeune, hein. Elle est jeune, hein, donc C'est vrai. elle a pas tout l'historique non plus. Mm. Elle a pas vécu tout ce qu'il y avait avant. Mais je vois, par exemple, quand elle parle de ses amitiés ou de ses relations, elle va te dire quelque chose et du coup, mais c'est toi qui dois deviner le truc et j'ai l'impression que c'est pas mal de fois où ça doit arriver. J'ai plus d'exemples en tête, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment dans la saga. Elle interprète quelque chose et toi, en tant que lecteur, tu dois faire un peu le taf pour démêler aussi. Mm. Mhm. Mhm. Effie prend place sur le podium et prétend être ravie d'être ici. Katniss aperçoit Gale et pense à tous les papiers qui sont à son nom. Effie s'avance pour le premier tirage, elle commence par les filles. Elle attrape un papier dans un silence absolu. Katniss prie pour que ça ne soit pas son nom. Et effectivement, ce n'est pas le sien, c'est celui de sa sœur, Primrose Everdeen. Et sinon, du coup, sur le fait que ce soit Prime qui soit tiré au sort, alors il y a certains fans, il y a certaines théories qui disent qu'en réalité, le tirage, il est juste truqué, quoi. Et que Prime, elle n'a pas été tirée au hasard, mais que c'était un souhait. Hmm. Mm. Alors, bon, je sais pas trop ce que j'en pense. Parce que d'un côté, on connaît Snow, on sait qu'il est capable de tout, qu'il fait pas de quartier et qu'il est capable d'utiliser les proches de ses ennemis pour les mettre à terre, quoi. Mm. On sait aussi qu'il a un lien particulier avec le district 12, avec Lucy Gray, etc. Donc peut-être qu'il garde encore un œil, mine de rien. Mais bon, ça paraît quand même un peu gros. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que toi, alors moi aussi je trouve que c'est gros et j'aime pas ce genre de théorie. Mais donc toi, t'avais vu que c'était plutôt Snow qui avait placé le nom de Prime, c'est ça ? Oui, c'est ça, ou c'est conseillé, ou en tout cas c'est lui qui aurait fait en sorte que ce soit lui qui soit tiré, quoi. Ouais, parce que moi j'avais vu cette théorie, mais un peu à l'inverse, comme quoi ce serait plutôt des alliés des rebelles qui auraient placé son nom dans le but que Katniss prenne sa place pour engendrer la rébellion. Ce que je trouve aussi très mais là, gros. c'est gros. Ouais, mais Ah ouais. j'ai plutôt vu ce genre de théorie-là. Alors que du coup j'ai du mal à y croire parce que pourquoi Katniss, ok, elle va chasser, mais à part ça, a priori elle a pas trop la tête d'une rebelle, quoi, ou en tout cas la tête d'être le Gémeaux au cœur au moins au départ. Donc j'ai du mal à comprendre. Et si jamais ce serait Snow, j'ai du mal aussi à l'imaginer faire ça, parce que pourquoi s'en prendre à Prime en particulier ? Est-ce que c'est aussi dans le but que Katniss prenne sa place pour taper sur Katniss alors que pour l'instant elle lui a rien fait ? Rien Je fait. sais pas. Dans ce que j'ai vu, ce serait une théorie comme quoi il prend un peu peur de Katniss, qui s'aventure dans la forêt, qui brise les règles, etc., qui commence à se sentir un peu invincible. Et donc c'est un peu un moyen de lui dire redescends sur Terre. Il se tire une balle dans le pied. Hein. Ah, c'est ce que j'allais dire. Mais dans ce cas, pourquoi il envoie pas Gale aussi ? Parce que là, il fait d'une pierre deux coups, il y a moyen de tuer les deux en même temps. Mm. Et je rebondis parfaitement sur ce que tu viens de dire, Claire. C'est que moi, j'adore comment l'autrice fonctionne et n'utilise pas la facilité, parce que tout le long du chapitre, on voit Katniss, Gale, on nous rabâche qu'il y a un garçon,
une fille tirée au sort. Dès le début, tu te dis, ok, ça va être Katniss et Gale et ils vont devoir s'entretuer alors qu'ils sont amis depuis le début. Et tout le long, tu te dis, ok, ça va être les deux, c'est bon, c'est plié, c'est bon, j'ai compris, le chapitre, à la fin, c'est ça. Et là, non. Et j'ai adoré que l'autrice, elle prenne pas la facilité là-dessus. Et je trouve justement c'est trop chouette parce que t'apprends à apprécier Pita au fur et à mesure, alors que si ça avait été Gale, enfin, je sais pas, je trouve que t'as raison, c'est quand même un peu facile si ça avait été le cas. Ouais, je suis d'accord. Eh bien, merci beaucoup Arwen et Amandine pour ce chapitre. Vous avez parfaitement décrit tout le chapitre, c'était super. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci. On va maintenant passer à une petite catégorie très appréciée de certaines personnes ici. Oui. J'ai nommé le renommage ou nommage de chapitre, parce que ils n'ont pas de nom, nos petits chapitres. Donc, on va leur en donner. Donc, je sais pas qui est-ce qui veut commencer pour donner son petit chapitre. Moi, je veux bien. Amandine, tu veux commencer ? Ouais. Bon, j'ai fait assez simple. J'ai choisi d'appeler ce chapitre « De l'autre côté du grillage Ah, c'est bien. ». En référence à la fois donc à la forêt où ils vont et en même temps, l'autre côté, c'est aussi le Capitole, si on va encore plus loin. Pas mal. Pas c'est mal, bien pas trouvé. mal. Arwen, j'ai cru comprendre que tu en avais plusieurs sous le coude. Alors, je vous offre 4 possibilités. Waouh. On est gâtés. Bon, j'ai pas dit qu'elles étaient bonnes. Hein. Alors, la première est ironique. C'est Katniss, l'amie des bêtes. T'es vraiment traumatisée. Avec la musique de 30 millions d'amis derrière, nickel. Ah non, mais tout ce chapitre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle leur fait? Le deuxième est plutôt sobre, c'est la survivante. Le troisième, c'est une petite référence à Harry Potter. C'est pas de chance, goût canard. Et donc, voilà, le canard, prime, tout ça. Non, c'est horrible. Et le dernier... Je viens de comprendre. Et le dernier, c'est une petite dédicace à ma région, parce que moi, je viens des Hauts-de-France. Et donc, c'est tout simplement bienvenue chez les ch'tis, parce que je me peux imaginer. Et fille avec l'accent ch'ti. Pas mal. Pas mal. Ou aussi, il y avait une deuxième raison, c'est que on est dans le district 12, et dans le district 12, il y a quoi? Il y a des mines. Et oui. Et dans les Hauts-de-France, il y a quoi? Il y a des mines. Voilà. Et toi, Claire, alors, dis-nous ton petit renommage de chapitre. Alors j'en ai deux. Le premier c'est chasse, pêche et moisson. C'est génial. Et le deuxième, il est musical. Et je suis pas sûre de l'assumer entièrement. C'est du chef du pain et des sphères, nom de Dieu. Pour un jour de moisson, on peut pas trouver mieux. Oh, Voilà. Pas mal. Trop bien. Et toi, Et Maï? du coup, toi, Maï? Alors moi, j'ai fait un peu un jeu de mots sur une phrase que vous allez reconnaître. Alors, mon renommage de chapitre, c'est « Prime, le sort ne t'est pas favorable ». Oui. Très factuel. Mais du coup, ça faisait puisse, prime. Alors, on enchaîne ensuite sur votre moment, ou vos moments, si vous en avez plusieurs, préférés ou marquants. Voilà, on va déjà commencer par ça. Donc, on va continuer dans la même lancée. Amandine, quel est ton moment, ou tes moments marquants? Alors moi, j'ai plutôt relevé une phrase qu'on a d'ailleurs mentionnée pendant qu'on discutait, c'est « Le district 12, on y meurt de faim en toute sécurité ». Voilà, ça a été ma phrase marquante. Une phrase choc. Ça résume bien le district. Je suis d'accord aussi.
Et toi, Rowen? Moi, mon personnage marquant. Non, le moment marquant. Ah, le moment. Oui. Je croyais qu'on avait dit perso ou moment. J'avais pas compris qu'on séparait. Ah, J'avais ah compris bah pareil vas-y, aussi. si t'as que un perso. Sinon, du coup, le moment... je vais réfléchir 2 secondes. Sinon, vas-y, Claire, donne et pendant que je réfléchis. J'avais oublié aussi qu'il fallait choisir un moment marquant. Du coup, je vais pas être originale du tout et je vais faire pareil qu'Amandine. Hein. Vraiment, cette phrase, elle m'a marquée aussi. Mais plus sérieusement, je trouve que c'est vraiment une des phrases les plus puissantes aussi du chapitre et très bon choix, Amandine. Voilà. Mais en plus, Claire, tu l'as cité tout à l'heure dans le chapitre. Oui, en plus, c'est pour ça. Donc, Arwen, Du as-tu coup, moi, j'ai trouvé ton trouvé- moment? Oui. Je dirais que c'est ces petites secondes où Katniss, elle rêvasse et elle s'imagine en vacances, quoi. Je trouve ce moment assez beau et puis elle revient très vite à la réalité, mais voilà, c'est la petite parenthèse qu'elle s'autorise Hmm. et qu'on revoit pas très souvent. Non. Moi, j'ai plutôt noté en moment marquant la discussion avec Madge, où vraiment c'est un peu, on se balance des pics. Moi, je suis belle, ouais, bah toi, t'as pas de chance d'être tirée au sort, alors tais-toi. Enfin, on ressent vraiment en fait la tension qu'il y a même au sein d'un même district par rapport à la moisson. Donc j'ai bien aimé ce moment. Et je trouve que il me semble que c'est analysé en plus dans le chapitre où Katniss, elle le dit elle-même, c'est fait exprès pour nous monter les uns contre les autres. Je trouve que c'est très finement observé aussi. Et est-ce que vous avez du coup un personnage marquant ou pas? Amandine, est-ce que tu en as un? Oui, alors je vais pas faire original du tout, puisque j'ai choisi Katniss. Parce que déjà de base j'aime beaucoup ce personnage et je trouve que dans ce chapitre elle paraît beaucoup plus raisonnée à côté de Gale et on voit qu'elle essaie de faire des efforts avec sa mère, on voit qu'elle fait vivre sa famille depuis des années et en plus elle se porte volontaire à la fin pour sauver sa sœur. Non, attends, je dis peut-être des bêtises. Ouais, c'est. Je crois que c'est le Pardon, prochain je spoil la suite. Le spoil. Mais même sans ça, globalement, j'aime beaucoup ce personnage et donc ouais, dans ce chapitre, je fais pas original, mais je l'ai choisi. Très bon choix. Arwen, est-ce que tu as un personnage différent ou tu rejoins Amandine? Non, je rejoins pas Amandine. J'en ai 2. Il y en a un, on va dire pour rigoler, c'est Buttercup. J'en étais sûre. Parce que c'est le survivant. Bah voilà. Je m'attendais à ce que tu dises comme personnage du LOL, mais c'est le chèvre. Voilà. Et sinon, en vrai, je dirais plutôt Prime parce que, vraiment, ce rappel qu'on découvre Prime avant de découvrir Katniss. En y repensant, en fait, je me dis limite, Prime, c'est elle le vrai personnage central de l'histoire, quoi. Tout tourne autour d'elle. Voilà. Du coup, je dis Prime. Et puis elle est sympa. Elle a fait du fromage de chèvre. Moi, j'en veux bien. Hein, si... C'est vrai que ça donne envie. si elle sait pas quoi en faire. Et toi, Claire? Moi, j'ai choisi Katniss aussi, mais pas forcément pour les mêmes raisons qu'Amandine. Quand je l'ai relu, ça m'a marqué, mais je l'ai trouvé vachement dans son monde. Le fait que... on voit à côté de Gale qui, lui, a l'air un peu plus politisé, qui a l'air un peu plus vindicatif dans sa façon de voir les choses. Katniss, elle est vraiment en mode tunnel. Faut faire manger la famille, donc on fait manger la famille. Et tant pis pour le global autour. Là, c'est pas la priorité au moment T, quoi. C'est quelque chose que j'ai trouvé vachement touchant, en fait. Elle est très terre à terre, quoi. Ouais. Elle est sur le moment présent et c'est compréhensible avec tous ses traumas et tout. Et du coup, moi, ça m'a vachement touchée, donc c'est ma raison. Puis elle est très mûre pour son âge, pour le coup. Elle a dû supporter la famille après la mort de son père.
Elle a été obligée de mûrir, en fait. Mais c'est Je super voulais dur. faire aussi une mention honorable pour Madge, que j'aime beaucoup aussi, son petit passage, j'aime bien sa répartie face à Gale. Peut-être que globalement, n'importe qui rembarre Gale, j'aime bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. On rappelle podcast anti-gay. Hein. Et toi, mais... Eh ben, vous transitionnez très bien parce que, à la grande surprise générale, Mais j'ai non. choisi Gale. C'est vrai. How dare you? Ah oui, on a dit marquant, pas préféré. J'avais choisi Katniss au départ. Il y a un traître parmi nous. J'avais choisi Katniss au départ et je me suis dit que c'était peut-être un peu trop facile parce qu'elle nous introduit à l'univers, donc forcément c'est elle qui est marquante. Mais du coup, par rapport à la discussion avec Madge, ou même dans tout le chapitre en général, où Gale, direct, il est vraiment campé sur des positions qui sont révolutionnaires, où il faut s'enfuir, il faut faire quelque chose. Il parle mal à Madge parce que pour lui, en fait, elle est du bon côté et lui, il est du mauvais. Il a vraiment une prise de position qui est quand même directement pas cachée. Alors que Katniss, elle est plutôt résignée par son sort. Elle se dit que de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Donc, pourquoi faire quelque chose? Pourquoi tenter mon sort n'est pas favorable. Katniss, c'est plutôt j'ai d'autres priorités, je pense. Tu vois. Ouais, voilà. Et d'abord survivre et puis ensuite... Ouais. Donc du coup, ouais, j'ai trouvé que Gale, en fait, il nous fait prendre conscience de l'ampleur de leur situation et de l'injustice en fait qui règne au sein du district, mais aussi du pays entier, quoi. Donc je l'ai trouvé marquant. Je l'aime pas, mais il est marquant. Ça va, alors on accepte. Du coup, heureusement que c'est pas le personnage préféré. Ah non. C'est pas mon personnage Mais préféré. sinon, je pense qu'on aurait beaucoup de Pita, mais... Même quand il est pas là, c'est Pita. Non, on le réserve quand même. On le réserve. Et enfin, on va passer à toi, Claire, avec ton personnage surprise. Est-ce qu'il a déjà été cité ou pas? Vous l'avez cité à plusieurs reprises, mais personne ne l'a choisi comme personnage préféré. Attends, est-ce qu'on peut deviner? Bah, si vous voulez. J'ai hésité entre deux. Moi, je dirais Haymitch. Non, Effie c'est pas lui. Moi, j'aurais dit Madge. Ouais, c'est Madge. Ah. Oh! Donc, du coup, aujourd'hui, pour le personnage mystère, j'ai choisi Madge Undersea. Et donc, comme on l'a vu pendant le chapitre, donc c'est la fille du maire Undersea, une bonne amie de Katniss, mais elle a également un lien avec un autre personnage de la saga qu'on va découvrir bien plus tard. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous parler un peu de l'étymologie de son nom. J'ai pas trouvé énormément de choses sur le prénom Madge, mais dans notre univers à nous, c'est le diminutif de Margaret. Et Margaret, c'est l'équivalent anglophone de Marguerite, qui est une fleur de la famille des astéracées. Est-ce que c'est une coïncidence? Moi, je dirais oui, mais je suis pas sûre. Je sais pas si vous voyez les astéracées, c'est justement la primrose en fait partie. Astéride, c'est aussi un comment ça s'appelle? Un dérivé du nom de cette famille, enfin de cette plante-là en tout cas. Donc, je sais pas si le lien est vraiment fait exprès ou pas, mais voilà. Libre à chacun de se faire son opinion. Donc pour moi, ce qui est le plus intéressant dans l'étymologie, c'est son nom de famille. Undersea, c'est composé de under qui vient de sous et sea qui vient de voir. N'hésite pas à me corriger, Arwen, si je dis des bêtises. Mais du coup, moi, je l'ai interprété comme l'expression passer sous les radars. Et je trouve que ça colle très bien à Madge parce que quand elle est à l'école, elle est très discrète, elle se fait pas remarquer, elle semble assez humble par rapport à son statut social. Enfin, je suis pas sûre qu'on soit d'accord sur ce point-là parce quand on en a parlé pendant le chapitre, mais quand je l'ai écrit en tout cas, moi je me disais ah oui, qu'est-ce qu'elle est humble quand même. Et Elle a un petit côté piquant quand même, mais globalement oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Et du coup, Madge est tellement discrète que du coup, comme l'a mentionné May, elle apparaît pas dans les films.
Alors que c'est pourtant elle qui donne sa broche de gemme au cœur à Katniss, qu'elle a hérité de sa tante, qui a elle-même participé au 50e Hunger Games, et qu'on découvrira dans le lever de soleil sur la moisson. Je sais pas si j'extrapole un peu ou non, mais je me demande si ce côté discret, de passer sous les radars, c'est pas un lien avec s'il n'y a pas un lien avec la tragédie qu'elle a vécue et qui a frappé sa famille. Le fait de se faire la plus petite possible dans l'espoir de ne pas être sélectionnée à la moisson, dans les faits, je suis pas sûre que ça ait vraiment un impact, mais je me dis que dans une situation où on n'a absolument aucune prise, ça me paraît très logique d'essayer une tactique d'évitement. Au retour de Katniss après les premiers Hunger Games, on apprend à la connaître un peu plus. Les deux amies partagent un repas ensemble et elles s'apprennent l'une et l'autre leurs talents respectifs. Donc le piano pour Madge et le tir à l'arc pour Katniss. Elle est également d'une grande aide en donnant des médicaments de sa mère pour soigner Gale et aussi de la documentation sur l'édition d'expiation à venir, par exemple tout ce qui est Paris dans les journaux du Capitole, parce qu'elle y a accès grâce à son père justement. Et ironiquement et malheureusement, alors qu'elle se révèle de plus en plus, et que si je puis me permettre, on la voyait de plus en plus éclore dans les livres, elle et sa famille ne survivront pas au bombardement du district 12, mais son souvenir restera jamais celui d'une fille gentille, courageuse et discrète. Est-ce que vous avez des attaches particulières avec ce personnage-là ou pas forcément ? Moi, un peu plus avec le préquel sur Haymitch, je dirais. Du coup, ça a un peu plus de résonance, quoi. Mais avant, oui, un peu. Avec l'histoire de la broche, c'est touchant. Et puis, on voit que finalement, elle est attachée quand même à Katniss. Mais je dirais pas plus loin que ça, quoi. Ouais, moi c'est pareil, je pense que Lever de soleil sur la moisson, ça a vraiment mis le personnage en lumière, alors qu'avant elle passait inaperçue, comme tu l'as dit à juste titre. Et là, de savoir l'historique de sa famille, effectivement, ça donne envie de s'y intéresser un peu plus. Ça ouvre une autre perspective. Ouais. Ouais, je vous rejoins aussi sur ce que vous avez dit. J'avais pas forcément d'attache avec elle, mais grâce au préquel, on a envie de savoir. Merci Lise, c'était une super, Très intéressant. une super chronique. Et contente Merci. si ça vous a plu. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Ouais, ça devait pas être facile, parce que c'est vrai qu'on a très très peu d'infos sur Madge. Je pense qu'il y a pas mal de choses à interpréter quand tu cherches au niveau de l'étymologie. Tous les noms, ils ont des étymologies. Donc t'as pas mal de trucs à bidouiller un peu autour. Et puis après, c'est libre à chacun de faire sa petite interprétation aussi. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter par rapport à ce chapitre ? Moi, j'ai noté des trucs. Déjà, il y a un parallèle au niveau de la construction avec le premier chapitre de Lever de soleil sur la moisson. Avec le fait que ils vont tous les deux dans les bois, ils font un petit peu leur vie comme ça, dans le district. Même sur la fin du chapitre, tu t'attends à ce que ce soit Katniss qui soit tirée au sort. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre et ça fait exactement la même chose dans le... Ah ouais, c'est vrai. Ouais, l'autrice, elle joue beaucoup sur des parallèles comme ça. Mais surtout entre Haymitch et Katniss, justement. J'avais pas noté grand chose de plus, les sujets ont déjà été abordés de mon côté. Ouais, pareil. Moi aussi. J'avais noté un dernier truc, et après, j'arrête. J'avais noté justement sur les signes du fascisme dans le chapitre. C'est des petits indices qui sont un peu disséminés. Donc il y a tout le passage où elle explique que justement on les affame pour qu'ils soient plus malléables. Et parce que quand on a faim, on peut pas forcément réfléchir. Et aussi, il y a tout un renforcement au niveau de l'identitaire. Le fait d'aller à des cérémonies qui sont obligatoires. Le fait que la loi, elle soit super dure. Genre, si tu vas pas à la cérémonie, tu vas en prison. Même le fait qu'à l'école, ils soient obligés de porter des uniformes, ça fait partie du truc. Et surtout, même si au sein du même district, il y a des tensions qui sont
là ça c'est mentionné directement dans le chapitre, mais qui sont faites exprès pour que ça reste instable, il y a aussi le même processus qui est utilisé entre les districts en en favorisant certains. Le fait de donner plein comment dire, d'aliments et plein de cadeaux au district du vainqueur, etc. C'est vraiment fait pour renforcer comment on dit, la dissension. Je suis pas sûre que le mot existe entre les districts et faire en sorte que ce soit instable pour que le Capitole soit stable justement. Et voilà. Oui, il faut pas que les districts commencent à s'organiser ensemble, quoi. C'est ça qui est dangereux pour le Capitole. Bah, c'est un peu ce qui arrive encore maintenant, en fait. Les personnes qui veulent le pouvoir, elles font exprès de rendre les autres à cran vis-à-vis des autres pour qu'on s'occupe pas d'eux, quoi. C'est ce qu'on appelle l'ingérence étrangère. Eh bien, merci à vous les filles pour cet épisode. C'était vraiment hyper cool d'enregistrer ce premier épisode. Merci. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés aussi longuement débattre sur ce chapitre. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à parler de nous autour de vous, à partager nos réseaux sociaux, c'est-à-dire la page Instagram ainsi que le podcast disponible sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois, si le cœur vous en dit. Si vous avez aussi quelque chose à dire sur cet épisode, ou sur un autre sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer une missive interdistrict. Ce sera un réel plaisir de le diffuser, de lire votre message et d'en discuter. Dans le prochain épisode, nous serons toutes présentes afin de discuter du chapitre 2. Alors, soyez présents, l'histoire ne fait que commencer. On espère que l'épisode vous aura plu et on se retrouve au prochain épisode. Réel ou pas réel. Bye bye. Au revoir. Salut! Bye.